Bon, alors bienvenue à tous de nouveau, pour ceux qui étaient déjà là au début des sondages, bienvenue à ce deuxième opus des Scopinards. Et donc après, toute la partie théorique et risques infectieux liés à l'endoscopie, aujourd'hui on va parler beaucoup plus pratique. On va commencer par Céline Ciotti, qui va nous parler de la partie surveillance et visite de risque en endoscopie, et Thierry qui va nous parler du côté pratique et technique des prélèvements en endoscopie. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent les webinaires du GPRI, les questions seront imposées via la boîte à questions spécifique et les modérateurs qui sont dans l'ombre vont faire un travail pour classer et poser les questions ensuite à l'oral aux intervenants après chaque intervention. Il y aura un temps là-dessus. On vous répondra à l'écrit quand ça ne nécessite pas spécialement de poser la question à l'intervenant. Le replay du premier Scopinar est déjà disponible pour les adhérents SF2H et on va essayer de mettre le deuxième également disponible rapidement avant le troisième opus qui a lieu mardi cette fois et pas mercredi. Voilà, et je voulais surtout remercier très fortement la team formation du GPRI, puisque moi personnellement je n'ai rien fait dans l'organisation de ces webinaires. Donc Margot, Manon, Jennifer que vous voyez là, il y a aussi Stéphane dans l'ombre et de nombreux d'entre eux que je remercie pour ces webinaires de qualité à chaque fois. Et je vais inviter tout le monde à éteindre sa caméra, ses micros, et je vais laisser la place à Céline. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par visite de risque et audit en endoscopie. Alors, je me permets de pousser ça, voilà. Tout d'abord, donc la visite de risque, le contexte, quelques mots de contexte et les objectifs de cette visite de risque. Donc, comme vous avez pu voir la semaine dernière, hein, le traitement des endoscopes est de plus en plus encadré, mais à contrario, les endoscopes sont de plus en plus difficiles à traiter. Et la visite de risque a pour objectif de vérifier que le processus de traitement des endoscopes est maîtrisé et la visite de risque s'inscrit dans une démarche de qualité des soins. Donc, en pratique, ça se passe en deux étapes. Tout d'abord, une observation des pratiques du traitement même des endoscopes. Alors, c'est un peu différent d'un audit, une visite de risque, parce que pendant finalement l'observation des pratiques, il y a un échange qui s'installe entre les personnes qui sont en charge du traitement des endoscopes, les agents et les évaluateurs de la visite de risque. Et puis après, cette observation des pratiques, elle est suivie par une interview des professionnels, à la fois les agents en charge du traitement des endoscopes, mais aussi les agents du service biomédical, les agents des équipes de prévention des risques infectieux, et ça permet d'évaluer le niveau de maîtrise des différents intervenants. Il y a des supports qui existent et vous avez pu voir la semaine dernière, on vous a parlé du support qui est mis à disposition sur le CPS Nouvelle-Aquitaine, mais je vais vous parler aussi du support finalement de la certification des établissements de santé par la HAS, qui est un très très bon support de visite de risque. Donc effectivement, tout d'abord, la HAS, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais on rentre dans le sixième cycle de certification avec la V 2025. Donc il y a un nouveau référentiel qui est sorti et maintenant, l'endoscopie fait partie de l'objectif 2.3, qui est l'objectif la sécurité dans les secteurs à risque majeur. Et il y a un critère spécifique sur l'endoscopie, donc le critère 2.3-07, les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au circuit des dispositifs médicaux invasifs réutilisables thermosensibles. Et dans les éléments d'évaluation, en fait, on voit la connaissance, que la formation et l'habilitation des professionnels en charge du traitement des endoscopes, la liste du parc actif qui doit être connue de tous et actualisée, le circuit des infections et de stockage des endoscopes qui est conforme aux bonnes pratiques, les résultats de contrôle microbio qui sont connus et qui sont gérés en fonction de leurs résultats, la référence au dispositif l'endoscope dans
le compte-rendu d'examen et puis tout ce qui va être carnet de vie. Donc ça, vous allez me dire, c'est des très, très grands thèmes. Et en fait, ce qu'il faut faire pour mener une visite de risque, c'est répondre à ces termes. Donc, un exemple très concret, c'est par exemple si on va prend la première ligne qui est la formation et l'habilitation du personnel. En termes d'audit ou d'observation de pratique, ce qu'on peut aller faire dans le service, c'est aller effectivement demander aux professionnels s'ils sont formés et habilités. Et ensuite, croiser cette information avec les fiches d'émargement de formation et puis les informations données par exemple par l'encadrement ou bien même le service formation. Donc, voilà comment ça va se passer, une visite de risque sur cette thématique, par exemple. Autre support que je maîtrise moins, c'est le support CPIAS Nouvelle-Aquitaine, qui est lui un support beaucoup plus complet. Hein. La visite de risque, elle est beaucoup plus large que celle proposée par la certification. Et donc, si vous voulez commencer, les outils sont beaucoup plus détaillés parce que là, sur l'AHS, je vous disais, c'est un peu à nous de mettre en place les grilles d'évaluation. Là, vous allez retrouver les grilles d'évaluation toutes faites qui pourraient vous servir tout de suite. Donc, voilà ce qu'il en est pour les visites de risque. Je vais passer maintenant aux audits qui sont un peu complémentaires hein, des visites de risque. Les thématiques les plus courantes qu'on retrouve en endoscopie, c'est la traçabilité du traitement des endoscopes, les pratiques de désinfection et puis tout ce qui va être audit sur les locaux et les moyens. Donc, pour débuter les audits en endoscopie, je vous propose un outil très, très pratique. C'est l'audit du greffe de 2015 qui parle d'organisation, pratique, gestion du risque infectieux patient. Dans cet audit, il y avait 3 parties. Donc d'abord une fiche établissement qui servait à évaluer l'organisation générale. Puis après, une fiche site de traitement qui là permettait d'évaluer les conditions de prise en charge de l'endoscope, les moyens mis en place, typiquement laveur, paillasse, etc. Et puis une dernière fiche sur le personnel pour évaluer l'activité et la formation des personnels en charge du traitement des endoscopes. Donc, voilà, vraiment, cet audit est très, très complet. Vous pouvez décider de faire, par exemple, qu'une seule fiche. La fiche personnelle, on a l'évaluation des pratiques. Mais aujourd'hui, sans trop me tromper et sans trop m'avancer, beaucoup d'établissements repartent de ces grilles pour élaborer leur propre grille. Et donc, je voulais vous parler d'un petit exemple d'audit de traçabilité qu'on a mené dans notre établissement. Alors, en fait, tout ça, c'est parti d'un constat initial. On a investigué une suspicion de transmission croisée de BHRE par l'intermédiaire d'un endoscope. Donc, on a donc regardé la traçabilité du traitement de l'endoscope incriminé pour savoir si oui ou non il était passé chez un patient précédent qui était éventuellement porteur d'une BHRE. Et lors de cette analyse, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, l'endoscope n'avait pas servi chez un patient porteur de BHRE, mais par contre, bénéficiait de traitements différés, c'est-à-dire qu'il n'était pas traité immédiatement après son utilisation, mais soit le lendemain matin, soit des fois carrément le lundi matin quand c'était le vendredi soir. Donc cette pratique, vous l'avez vu la semaine dernière, elle est complètement non conforme à l'instruction du 4 juillet 2016. Le traitement doit débuter immédiatement après la fin de l'examen. Et puis, deuxième constat, c'est qu'on avait une augmentation des non-conformités des résultats microbiaux des prélèvements d'endoscope après stockage en E7. On avait un niveau cible qui était de 53%. Par contre, le niveau d'alerte 35%, en ce qui représentait 30 sur 85 des prélèvements. Et puis, surtout, un niveau d'action de 12%. Et ce n'était pas du tout les chiffres qu'on avait les années précédentes. Donc, on s'est dit, il faut qu'on regarde ce qui se passe. On n'avait pas pour habitude de faire d'audit de traçabilité. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe pour comprendre un peu mieux ces non-conformités et en particulier celles que je vous ai présentées juste avant, les traitements différés. Donc, comme je vous disais, on a évalué, à travers la traçabilité, ça nous permet d'évaluer les pratiques de séchage, de stockage des endoscopes en E7, notamment après traitement. Et puis, en objectif secondaire, ça nous a permis d'évaluer les écarts aux bonnes pratiques de traitement des endoscopes et puis d'évaluer la fréquence des traitements différés, parce qu'on est un peu tombé de notre chaise.
Alors, en méthodo, on a fait une analyse bien sûr rétrospective de la traçabilité informatique et papier du traitement des endoscopes, parce que oui, notre service a deux traçabilités conjointes. À la fois donc une traçabilité informatique dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes qu'on peut récupérer via un logiciel, le logiciel Process Manager de Wassenburg. Et puis, on a aussi la traçabilité papier qui est simplement un tableau journalier. On remet l'étiquette patient avec le traitement qu'il a subi, dans quel laveur, etc. Donc, on a investigué ça sur du 1er décembre 2024 au 11 avril 2025. Et puis, donc, ça nous a fait analyser 180 lignes de traitement de laveur et 270 lignes de stockage en E7. Quand je vous parle de lignes, c'est de lignes sur tableau Excel. Et pour les traitements différés, comment on a fait pour repérer les traitements différés? En fait, on a sélectionné tous les cycles de traitement qui étaient réalisés avant 10 heures du matin. On a consulté les dossiers médicaux et les comptes rendus d'endoscopie pour savoir effectivement à quelle heure avait eu lieu l'endoscopie. Et en l'absence d'identification du patient, malheureusement, on a dû consulter la traçabilité papier, le fameux grand tableau dont je vous parlais juste avant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour les traitements différés et les traitements sans motif, parce qu'on a aussi découvert ça, donc on a eu, sur les fameuses 180 lignes, 49 traitements qui étaient différés, donc 10 utilisations le vendredi soir pour un traitement le lundi matin, et 39 utilisations la veille pour un traitement le lendemain matin quand on est en semaine. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ces actes finalement concernaient ces traitements concernaient des actes qui étaient réalisés entre 15 h et 17 h 30, donc finalement pas ce à quoi on peut s'attendre de traitements faits d'actes endoscopiques faits dans la nuit ou d'actes faits le week-end, par exemple. Donc là, il va falloir qu'on travaille, et c'est en cours, sur ces traitements, pourquoi ils sont différés alors qu'entre 15 h, à partir de 15 h, il y a encore du personnel au centre de traitement d'endoscopie. On a aussi trouvé 31 traitements sans motif. On ne sait pas pourquoi les endoscopes ont été lavés. Ont-ils été utilisés chez un patient? Ont-ils été, est-ce que c'est parce qu'ils étaient périmés d'après leur stockage? Est-ce que c'est parce que c'était un prélèvement après un prélèvement? On ne sait pas du tout pourquoi ces 31 endoscopes ont été lavés. Quand on regarde l'analyse de la traçabilité des cycles donc en laveur, il y a encore beaucoup trop d'utilisation de cycles courts parce qu'on est à un centre où c'est juste un lavage désinfection. Vous savez, le fameux cycle inaugural, le cycle des 12 heures qu'on appelait avant. On a un centre d'endoscopie qui bénéficie d'E7 et de systèmes de stockage en sachet. Donc, il n'y a pas de justification à utiliser un cycle court puisque les endoscopes peuvent être utilisés jusqu'à 7 jours de stockage. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces cycles courts intervenaient non pas après 12 heures de stockage, mais après une alarme émise par le laveur, c'est-à-dire on fait un premier cycle après utilisation, donc on lance un cycle complet de désinfection, et puis ça sonne pour X ou Y raison, la tubulure est percée, c'est débranché, etc. Au lieu de relancer un cycle complet, on relance un cycle court, et donc ce n'est pas du tout conforme à la réglementation. Ensuite, il y a de nombreuses absences d'identification du patient. Donc, la traçabilité informatique, elle est intéressante pour ça. C'est que quand on a une enquête autour d'un cas à faire, on fait l'extraction du logiciel, on rentre l'IPP patient et du coup, on retrouve le numéro d'identification patient et on retrouve tous les endoscopes, le patient d'avant, le patient d'après. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de dossiers pour lesquels on n'a pas trouvé l'identification du patient. On avait un 0 à la place. Quand on regarde aussi la traçabilité papier et le dossier informatisé, donc la traçabilité papier, malheureusement, c'est comme je l'ai dit, un tableau récapitulatif de la journée de travail. Et on ne retrouve pas forcément toujours la date de traitement, le motif de traitement, les étiquettes patients. On a des cases en fait à remplir, que ce soit plus simple. Est-ce qu'il a été lavé dans le laveur numéro 1, le laveur numéro 2? Ça manque. Quel cycle c'était? Est-ce que c'était un cycle long, un cycle court? Pareil, ça manque. Et alors, un gros problème qu'on a constaté, c'est que la traçabilité n'est pas archivée par date. Donc, avec ma collègue, on a dû faire des fouilles archéologiques. Pourtant, c'était sur une période très récente, mais on ne trouvait pas la traçabilité. C'est-à-dire qu'on avait le mois de juin, puis après, on avait le mois de décembre. Et voilà, on a dû vraiment faire des fouilles pour trouver la bonne traçabilité.
Et puis, dans les comptes rendus, malheureusement, comme un peu partout, le numéro de série de l'endoscope manque. Et principalement, effectivement, en dehors des heures de fonctionnement du plateau technique, quand il n'y a pas finalement d'infirmière pour faire la saisie dans le dossier. En ce qui concerne les stockages et les problématiques de prélèvement non conforme en E7, ce dont on s'est rendu compte, c'est que on avait du déstockage, restockage en E7 sans utilisation de l'endoscope. Et dans 7,5% des cas, donc 50 des non-conformités qu'on a analysées, donc là c'était plus de lignes, hein, c'était plus de 600. En fait, on décharge l'endoscope le matin, on ne l'utilise pas et on le recharge l'après-midi sans pour autant l'avoir repassé en laveur. Et donc, ça paraît, c'est pas du tout indiqué. Et donc, on suppose que c'est typiquement, on décharge l'endoscope au cas où, parce qu'on pense qu'il va servir dans la journée. Et finalement, on ne l'a pas utilisé. Et au lieu de le relaver, on le charge directement. Donc, est-ce une méconnaissance de la procédure ou est-ce volontaire? Ça reste à identifier. Pareil, on a eu des stockages, restockages inférieurs à 1 heure. Donc là, par contre, ça fait vraiment l'endoscope arrive à péremption dans la journée, on le décharge et on le recharge immédiatement pour éviter d'avoir à le laver. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est parce qu'on ignore les procédures qui sont que dès qu'un endoscope doit être déchargé d'une E7, il doit être retraité avant d'être repositionné, ou est-ce que c'est plutôt de la mauvaise foi? Ça, pareil, ça reste à identifier. On a aussi des destockages sans traçabilité, donc en gros des endoscopes qui sont arrachés de l'E7 sans avoir au préalable scanné l'étiquette professionnelle, sans avoir scanné l'étiquette endoscope. Alors, et pourquoi on se rend compte de ça? C'est parce que des endoscopes qui sont enregistrés sur 2 positions de l'E7 ou dans dans les 2 E7 en même temps. Donc, c'est pas possible. C'est juste que c'est un endoscope qu'on a déchargé, qu'on n'a pas déchargé correctement. Et en fait, son cycle continue à courir dans l'E7, la première, ou dans la position où il était, et on repart sur un autre stockage. Et après, on a aussi noté des endoscopes qui sont stockés, déstockés, qui ont un traitement inférieur à 12 heures. Donc ça, en soi, ce n'est pas un problème, puisqu'on est dans la réglementation. Un endoscope qui est traité dans les 12 heures reste utilisable, mais ça montre aussi une mauvaise gestion du programme opératoire. Finalement, on l'a stocké, et puis on se dit « Ah ben mince, j'en ai besoin de celui-là, donc je le redéstocke ». Si on savait qu'on en avait besoin pour l'après-midi, il n'était pas utile de le mettre en E7 nécessairement. Donc, quelques mots sur le plan d'action. Donc, on essaie de faire de la formation continue. On va mettre en place des outils d'aide au respect des bonnes pratiques comme les auto-évaluations, des checklists. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait renforcer le suivi des prélèvements, notamment de retour de réparation, avec centralisation de la traçabilité, du suivi sur un cahier de vie, parce qu'aujourd'hui, on a tous les éléments, mais le carnet de vie, il n'est pas centralisé au même endroit. Donc ça, il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on structure mieux la traçabilité et surtout, il faut qu'on révise les paramétrages des E7 et des laveurs, parce que concrètement, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais ça devrait, comme les laveurs et le logiciel des laveurs et des E7 communiquent, on ne pourrait pas, voilà, un endoscope qui est déchargé dans l'heure, on devrait avoir une alarme en disant attention, vous le rechargez, mais il n'est pas passé en laveur. Donc, vous ne pouvez pas le recharger. Voilà, des éléments bloquants un peu comme ça. Et puis, on se rend compte que finalement, il faut qu'on fasse des audits de traçabilité plus réguliers. Donc, au final, en conclusion sur cette expérience, c'est que cet audit, effectivement, il était non programmé. On a un double point de départ avec cette investigation autour de la transmission croisée d'une BHRE et puis les non-conformités des prélèvements qui nous ont amenés à faire cet audit. Donc, une de mes conclusions, c'est attention, la traçabilité informatisée n'empêche pas les dérives de pratique. Moi, la première, on a l'impression que cette traçabilité et les logiciels informatiques qu'il y a derrière les laveurs et
et derrière les E7, voilà, sont sécurisants, que on ne peut pas, voilà, on a l'impression, cette impression de, on ne pourrait pas le recharger, décharger comme ça sauvagement, on le retrouve à deux positions différentes. Mais finalement, on se rend compte que non, et qu'il faut vraiment qu'on discute avec les industriels pour encore peaufiner et renforcer le paramétrage des laveurs des E7, surtout quand on a la même marque entre les deux, pour vraiment communiquer et sécuriser donc le circuit de traitement des endoscopes. Donc voilà un petit exemple d'audit qui permet de mettre en exergue effectivement des dérives dans les pratiques. Merci de votre attention. Je pense que je prends les questions tout de suite et on passe à l'autre après. Oui, merci beaucoup Céline. On peut évoquer déjà les questions sur cette présentation. Merci pour ce retour d'expérience et cette visite de risque qui nous montre qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas voir si on ne va pas directement investiguer sur le terrain. Il y avait une petite question sur, alors vraiment, c'est plus, est-ce que la taille de l'endoscopie, de l'équipe endoscopie était conséquente? En tout cas, est-ce que le ratio RH était conforme dans votre établissement par rapport aux non-conformités que vous avez observées? Oui, ce n'est pas un problème RH. Pour le coup, là, ce n'est pas un problème RH. D'accord. C'est un C'est problème toutes les mêmes de équipes. formation potentiellement. On est en train de répondre à ces questions, mais pas en tout cas un problème de nombre de personnel, d'effectifs. L'effectif était tout à fait voilà, adapté aux praticiens et à l'attendu. Et tout le plateau d'endoscopie est centralisé, il n'y a pas des équipes différentes En tout cas, là, c'est dans un service et voilà, les 3 endoscopies ne sont pas centralisées, mais là, ça concerne un service en particulier. D'accord, c'était ok, un plateau. Il y avait une question aussi sur, vous avez parlé de la non-conformité des cycles, notamment la machine qui lançait un cycle court. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est la machine qui lançait un cycle court quand elle avait une conformité professionnelle. C'est les agents qui cliquent sur cycle court. Ouais. Ok. Donc, en cas de non-conformité machine et mise en alarme, au lieu de relancer un cycle complet, c'était un cycle court qui était relancé par les agents. Donc, c'est entre guillemets une erreur humaine. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. Et c'est là que ce que je disais sur le paramétrage de tous ces équipements, il y aurait des choses à faire. Ouais, tout Parce à que fait. si on a lancé un cycle long avant, on devrait être en incapacité de lancer un cycle court, puisque le cycle n'est pas arrivé à son terme. Tout à fait. On pourrait avoir des blocages machines. Ouais. Est-ce que vous avez aussi parlé des retards de traitement, c'est-à-dire entretien 2 jours après l'utilisation, notamment j'ai l'impression sur des périodes de week-end ou de nuit peut-être. Est-ce que vous avez des systèmes d'astreinte pour l'entretien des endoscopes quand l'équipe n'est pas présente sur place? Ouais. Alors, sur site, on n'a pas de système d'astreinte. Par contre, à Paris, on a la chance d'avoir la grande garde qui permet de faire appel à des endoscopistes qui se déplacent sur site et qui est traité par eux-mêmes. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir des endoscopes à usage unique sur site, vraiment. Mais malgré tout, ces traitements différés persistent parce qu'il ne semble pas que ce soit de l'urgence en nuit, notamment, mais plutôt une question, même le week-end, parce que ça n'a pas lieu le week-end en soi, ça a lieu le vendredi soir. Plutôt une question d'organisation et de présence de l'équipe en charge du traitement des endoscopes dans le service qui fait qu'on remet au lendemain le traitement. C'est vraiment pas dans un contexte d'urgence. La plupart des cas, c'est vraiment dans un contexte de fin de vacation et on décide de différer le traitement parce que soit les équipes sont plus là, soit elles sont en train de faire autre chose, de fermer le service. Et donc, on fait le lendemain ou le lundi matin si c'est le vendredi soir. Ok, ça marche. Il reste encore quelques questions, mais ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la prochaine présentation que vous allez également réaliser sur la surveillance. Et puis, on reprendra un petit peu les questions à la fin, si on a du temps résiduel pour les traiter également. Ça marche. Donc, je vous laisse partager, voilà, super, votre deuxième diaporama. Bon Et puis, ça marche, tout est nickel. Et puis, je vous repasse la main, du coup. Merci. Ok.
Donc du coup, deuxième sujet, donc la surveillance microbiologique, beaucoup plus pratico-pratique, pour essayer d'y voir plus clair, notamment dans les prélèvements des endoscopes. Alors, vous le savez, on a deux références qui sont l'instruction de 2016 accompagnée de 3 FAQ, et puis on a aussi l'instruction de 2018 qui concerne plus particulièrement les duodénoscopes. Alors, quels sont les objectifs de la surveillance microbiologique? Donc, c'est de vérifier l'état du parc d'endoscopes. Un prélèvement positif, en fait, c'est le témoin d'un potentiel biofilm dans l'endoscope, dans le canal, potentiellement que l'endoscope est abîmé, qu'il est rayé avec toutes les pinces qu'on passe à l'intérieur. Et ça permet d'évaluer les procédures de traitement. Donc, dans ce cas-là, un prélèvement positif, ça peut être aussi le signe d'un dérive de pratique, notamment l'absence d'écollonnage, un séchage insuffisant, etc. Et ça fait partie pleinement de la démarche qualité en endoscopie. Et ma petite phrase en rose, hein, donc ce n'est pas du travail en plus, s'adresse plutôt aux collègues des services d'endoscopie. J'espère qu'ils le prendront pas mal s'ils sont présents, mais effectivement, on a tendance à considérer que les prélèvements d'endoscope, c'est du travail en plus. Ce n'est pas notre travail quand on travaille en endoscopie, alors que si, ça fait pleinement partie de la démarche qualité du service. Alors, vous allez voir que sur les différentes diapositives, j'ai remis le numéro des fiches de l'instruction, enfin des instructions, pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Alors, donc quelques points sur les règles générales. Donc, tous les endoscopes doivent être prélevés au moins une fois par an, en dehors de tout autre contexte. C'est-à-dire qu'on les prend à l'instant T, dans le parc, on les prélève. Ça, c'est la fiche numéro 8 de l'instruction de 2016 qui nous dit ça. Donc, les endoscopes à risque particulier, typiquement les écho-endoscopes ou les duodénoscopes, doivent être, eux, prélevés tous les trimestres. Les endoscopes peuvent être utilisés dans ce contexte-là sans attendre les résultats des prélèvements, puisque c'est un prélèvement ponctuel qu'on va faire, et c'est pour voir comment va l'endoscope. Donc, on le réutilise immédiatement derrière, sans souci. Et donc, le prélèvement doit être réalisé après un cycle complet de nettoyage désinfection, au plus près de la durée maximale de stockage recommandée et au moins après 6 heures de stockage. Toujours la fiche numéro 8, ces prélèvements annuels sont accompagnés de prélèvements ponctuels, notamment lors d'un nouveau matériel ou d'un matériel de prêt, quand l'endoscope revient de réparation, quand il y a un changement de procédure de traitement des endoscopes. Moi, j'ai connu ça une année. On a changé les produits détergents désinfectants sur une machine, donc un LDE. Donc, on a dû reprélever les endoscopes. Quand, bien sûr, on a une alerte de matériaux-vigilance, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années sur les duodénoscopes. Et puis, quand on fait de l'investigation de transmission croisée, notamment ce qui s'est passé un peu pour nous, pour notre cas de BHR. Et par contre, là, dans ce contexte-là, il est nécessaire d'attendre le résultat du prélèvement avant d'utiliser l'endoscope. La fiche numéro 10, elle nous parle des qualifications et requalifications des endoscopes, et enfin surtout des laveurs, désinfecteurs E7 et ESI. Donc, à ces prélèvements, s'ajoutent les prélèvements de qualification de performance à l'installation des équipements, de requalification annuelle des équipements, donc LDE, E7 et ESI. Donc, moi, pareil, je ne suis pas très familière de ce terme, donc c'est équipement de stockage individuel, hein, vous savez, les stockages en sachet. Et puis, tout ce qui va être les prélèvements de suivi trimestriel des E7. Donc, si on s'étend un peu plus sur la qualification de performance, l'objectif, c'est de vérifier que l'équipement fonctionne conformément à ses spécifications. Comment on fait? On prend un endoscope par famille. Donc, l'instruction 2007 nous dit qu'une famille d'endoscopes, c'est un ensemble d'endoscopes qui est normalement défini par le fabricant du dispositif, donc du dispositif, c'est-à-dire du laveur désinfecteur ou de l'E7, et qui repose notamment sur le nombre, le diamètre des canaux, la nature des connectiques qui sont utilisés pour raccorder l'endoscope au dispositif, etc. Et voilà, je le redis, mais ces familles doivent être définies par les fabricants d'équipements. Parce que eux, c'est vraiment eux qui ont les informations sur quelle est la pression de circulation dans les canaux sur le cycle pour tel ou tel modèle,
voilà, toutes ces informations techniques, c'est eux qui les ont, donc c'est vraiment à eux de définir ces critères, les familles. Donc, les résultats, si c'est conforme, eh ben alors on peut utiliser l'équipement pour tous les endoscopes de la famille. Par contre, si c'est non conforme, on n'utilise pas l'équipement et en fait, on se pose la question, est-ce que la non-conformité vient de l'endoscope parce que l'endoscope est potentiellement abîmé, souillé, ou est-ce que c'est vraiment le laveur qui, par exemple, n'arrive pas à nettoyer cette famille? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau prélèvement de l'endoscope en dehors de l'équipement pour vérifier que, voilà, est-ce que c'est lui qui a un problème? Et on va faire le prélèvement d'un autre endoscope de la famille pour déterminer si la conformité, effectivement, elle est liée à l'endoscope ou à la famille. La qualification de performance, elle est sous la responsabilité de l'utilisateur et elle est réalisée soit par l'utilisateur ou le fabricant. Et une fois qu'on a fait notre qualification de performance, tout va bien dans le service d'endoscopie, puis bien sûr, on nous achète une nouvelle famille. Hein. Et donc, du coup, il faut recommencer la qualification de performance uniquement, bien sûr, sur cette famille. Donc, on prend un endoscope de la famille. En général, il y en a un seul qui arrive, et puis après, les suivants. Du coup, par contre, ce sera qualifié. Donc, la fiche numéro 10 nous parle aussi de requalification. Donc, on doit faire une requalification, que ce soit des LDE, des E7 et des ESI, seulement, s'il y a une modification des performances par le fabricant, et s'il n'y a pas de modification de performance dans l'année, il faut refaire une requalification annuelle de tous ces équipements. Ça veut dire qu'une fois par an, il faut à nouveau prendre un endoscope par famille et les passer soit en laveur, soit en E7. Alors, pareil, la fiche numéro 5, elle est plus précise sur les E7. Hein. Elle nous parle du suivi trimestriel des E7. Donc, il faut d'abord faire, bien sûr, une qualification de performance à l'installation. C'est exactement pareil que ce que je vous ai présenté avant, sauf que là, on nous précise bien que pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec l'endoscope, il faut que les endoscopes qu'on va charger dans les E7 et qu'on va prélever donc, au plus près de la durée maximale de stockage, donc 7 jours, il faut qu'on s'assure qu'ils ne soient vraiment pas contaminés. Et donc, on exige un contrôle microbiologique récent de tous les endoscopes qui vont être chargés dans les 7. Donc, récent, c'est inférieur à 1 mois. Et donc, en complément de la qualification de performance ou de requalification annuelle, il faut en plus faire un suivi trimestriel de nos endoscopes. Donc, on fait à nouveau un endoscope par famille prélevé une fois par trimestre, et puis chaque endoscope de la famille prélevé au moins une fois par an à travers le 7. Donc, concrètement, pour les E7, on a un suivi trimestriel plus un annuel. Donc, autant vous dire qu'il y a un des trimestriels qui sert pour l'annuel. Hein. On combine. On ne va pas en faire 5 dans l'année. Pour les prélèvements des duodénoscopes, je pense que Thierry y reviendra plus en détail, mais moi je vous parle juste de cette instruction de 2018. Donc, on a détecté des difficultés de nettoyage de l'embout distal et de la zone de l'érecteur. Et donc, ils ont mis en place une technique de prélèvement de l'embout distal avant le prélèvement des canaux. Et ça doit intervenir de façon trimestrielle, au même titre que les prélèvements des duodénoscopes, je vous l'ai dit au début, comme ce sont des endoscopes à risque particulier, sont prélevés trimestriellement. Donc, on combine le prélèvement une fois par trimestre de la zone de l'érecteur et des canaux. En ce qui concerne les résultats attendus, c'est pareil, c'est toujours la fiche numéro 8 de l'instruction 2016. Donc, en fonction de mon endoscope, à savoir si j'ai un endoscope de désinfection de niveau intermédiaire avec rinçage à l'eau bactériologiquement maîtrisé, typiquement le digestif et le bronchique. Et de l'autre côté, j'ai les infections de haut niveau à rinçage à l'eau stérile. Ça, c'est nos endoscopes, notamment d'uro. Donc, pour les endoscopes de niveau intermédiaire, on a un niveau cible, un niveau d'alerte et un niveau d'action. Donc, je passe rapidement parce que je pense que vous connaissez, mais le niveau cible, hein, c'est inférieur et c'est inférieur strict à 5 UFC par 100 ml, parce que ça, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, c'est inférieur ou égal? Non, c'est inférieur strict. Et bien sûr, absence de micro-organismes indicateurs. Le niveau d'alerte, il est entre 5 et 25, et toujours absence de micro-organismes indicateurs. Et puis, pour le niveau d'action, c'est supérieur strict à 25, ou présence de micro-organismes indicateurs. Même si j'ai qu'une seule colonie de micro-organismes indicateurs, c'est un niveau d'action. Et pour
le haut niveau, en fait, il n'y a pas de niveau d'alerte, il y a niveau cible ou niveau d'action. Et donc, le niveau cible, il est inférieur à 1 UFC pour 100 ml et le niveau d'action, il est supérieur à 1 UFC pour 100 ml ou présence, bien sûr, de micro-organismes indicateurs. Je vous ai remis la liste des micro-organismes indicateurs juste en dessous. Et je voulais attirer votre attention sur l'interprétation de la présence des champignons filamenteux. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Concrètement, quand on a des champignons filamenteux, la question se pose de est-ce qu'ils sont vraiment dans l'endoscope? Nos prélèvements, on ne les fait pas sous hôte, on les fait dans le service, la plupart du temps. Il y a des mouvements autour de nous, bien que ce soit des zones avec potentiellement un traitement d'air, il y a des cartons partout. Il y a du mouvement. Est-ce que le flacon de prélèvement, il reste ouvert assez longtemps? Vous allez voir avec Thierry juste après, mais le temps de prélever, le flacon de recueil reste ouvert assez longtemps. Donc, est-ce que les champignons, finalement, ne tombent pas à ce moment-là? Pareil, au laboratoire, est-ce qu'on est sûr que c'est filtré sous hôte? Il y a des laboratoires qui filtrent sous hôte et des laboratoires qui ne filtrent pas sous hôte. Donc, est-ce que c'est pareil? Le fait de filtrer le prélèvement, il faut s'imaginer que c'est un gros cône de 100 ml. On verse l'échantillon à travers et puis on fait passer ça sur une membrane avec une pompe de filtration. Donc, ça a un fort pouvoir d'aspiration. Donc, est-ce que ce n'est pas les micro-organismes qu'il y a dans l'environnement qui tombent? En tout cas, vraiment, la question sur les champignons filamenteux, elle reste légitime, en particulier quand on a 1 ou 2 colonies sur notre membrane. Quand on a vraiment une nappe de champignons, il n'y a pas de doute, c'est dans l'endoscope. Mais quand on a la petite colonie qui est sur le bord de la membrane, les microbiologistes vont savoir ce que je raconte, mais vraiment, on se pose la question de cette interprétation sur les champignons filamenteux. Donc, je vous invite à discuter un peu avec vos laboratoires pour savoir où est-ce qu'elle est la colonie, est-ce que c'est vraiment une quantité importante, parce que franchement, séquestrer un endoscope pour un champignon filamenteux dans le coin de la membrane, moi personnellement, je trouve que c'est exagéré. Voilà, parce que pour moi, le champignon n'est pas dans l'endoscope, mais bien dans l'environnement. Donc, si on revient sur ces 3 niveaux, donc le niveau cible, bien sûr, c'est le niveau attendu dans un contexte de prise en charge d'endoscope et d'environnement maîtrisé. Le niveau d'alerte, c'est une première alerte en cas de dérive par rapport aux conditions normales. L'endoscope, on peut toujours l'utiliser, mais il faut qu'on commence quand même à évaluer l'application des procédures et qu'on recherche d'où peut venir la contamination. Et puis, le niveau d'action, il y a un risque infectieux potentiel pour les patients, donc on n'utilise pas l'endoscope. Et puis, on fait une analyse des causes du dysfonctionnement et la mise en œuvre d'actions correctives. Donc là, je vous ai mis un exemple de ce qui peut être fait en termes de gestion. Donc, on a fait un premier prélèvement, il est au niveau d'action. Pardon, il est effectivement au niveau d'action. Donc, on fait un nouveau cycle complet avec écouvillonnage de traitement de l'endoscope et puis on va faire un deuxième prélèvement. Si au deuxième prélèvement, le résultat il est conforme, on va donc réutiliser l'endoscope. Par contre, on se dit c'est bizarre, l'endoscope il a quand même eu un niveau d'action à un moment donné et un niveau d'action et après un niveau cible. On va donc faire un prélèvement 1 mois après pour être sûr que c'était vraiment un souci, par exemple au niveau de la manipulation lors du prélèvement et non pas une contamination naissante dans l'endoscope. Si le résultat est à nouveau non conforme et que c'est de la flore saprophyte, on va faire un prélèvement canal par canal. Si le prélèvement il est conforme, bon, on se dit que l'endoscope il commence un peu peut-être à être fatigué, on va le réutiliser, mais pareil, on va le prélever 1 mois après pour être sûr. Et s'il est non conforme, on arrête, on l'envoie en réparation. Parce qu'il y a sûrement un canal, justement, en plus avec le canal par canal, on va savoir quel canal pose problème et on va pouvoir orienter le réparateur. Par contre, si c'est du germe pathogène au deuxième prélèvement et qu'on avait la même chose au premier prélèvement, là, c'est vraiment le témoin d'un dysfonctionnement de l'endoscope, notamment d'un endoscope abîmé avec présence de biofilm. Ça ne sert à rien de batailler, on l'envoie en réparation. Donc là, c'est une proposition de conduite à tenir, c'est en aucun cas ce qui est demandé dans la réglementation, mais quand on discute entre collègues, on se rend compte que ce qui est fait dans la plupart des cas. Alors, d'où viennent les non-conformités? Donc, malheureusement, on a
pas mal de non-conformités qui sont dues à des erreurs de manipulation de l'endoscope au moment du prélèvement. Les prélèvements d'endoscope, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est quand même assez sportif. Ça fuite partout. Il faut mettre en place des mesures particulières et on n'est pas à l'abri de faire une petite faute, de déraper avec notre pouce, de mettre du coup un peu de flore cutanée dans le prélèvement. Voilà. Donc c'est vrai que ça arrive. On travaille de mieux en mieux et avec l'expérience, on se rend compte qu'on fait, voilà, il y a moins en moins d'erreurs de manipulation, mais sachez que ça peut toujours arriver. Et puis, un prélèvement, finalement, c'est aussi le témoin d'un dysfonctionnement, un prélèvement positif, c'est quand même le témoin d'un dysfonctionnement dans le déroulement de la procédure de traitement. Hein, c'est ça qu'on cherche à savoir, finalement. Il peut y avoir aussi un problème de stockage-séchage, on l'a dit, hein, l'humidité dans les endoscopes, ça c'est un vrai problème. Et si les endoscopes ne sont pas très bien séchés, pas très bien stockés, eh ben, les micro-organismes peuvent se développer de façon plus importante et donc on a des prélèvements non conformes qui sont liés à cette étape de stockage-séchage. Et puis, on a ça, on le connaît tous, hein, des problèmes de contamination lors d'un retour de maintenance. Alors, pourquoi finalement nos endoscopes qui reviennent de réparation, on leur fait 1-2 cycles, et ben, ils sont toujours contaminés? Parce que la plupart du temps, malheureusement, on les envoie sales, puisque c'est un problème de fuite, ce qui peut se passer. Donc, ils ont été utilisés chez un patient, il y a un problème, on ne peut pas les laver, donc parce qu'ils fuient, donc on les envoie sales. Donc, vous savez que tout ce qui dessille comme ça dans les endoscopes, hein, c'est un vrai problème à rattraper. Ce qui se passe, ça arrive chez le fabricant, chez le réparateur. On n'est pas les seuls à faire réparer nos endoscopes, donc du coup, ça stagne. Donc vraiment, ça sèche. Et donc, il faut plusieurs cycles de traitement pour pouvoir les récupérer. Et c'est ce qui explique nos problèmes de contamination, hein, sur les retours de réparation. Bien que le réparateur fasse lui aussi un cycle de traitement, mais comme je vous l'ai dit, il faut plusieurs cycles pour récupérer un endoscope. Et puis, des fois, ça nous montre des problèmes liés à l'endoscope lui-même, mais c'est aussi ce qu'on cherche, hein, un endoscope qui va être abîmé, un endoscope qui va être rayé. Voilà, on va pouvoir le voir à travers les prélèvements. Alors, je me suis fait une auto-fac. C'est des questions que je me pose souvent et que je me suis posées par le passé. Et donc, je voulais les partager avec vous parce que je me suis dit que peut-être que vous aussi, vous posez ces questions-là. Donc, tout d'abord, concernant les retours des réparations, est-ce qu'on peut stocker un endoscope de retour de réparation dans une nuisette ou un sachet avant le prélèvement? Donc, la fac numéro 2, elle nous dit que non. Effectivement, tout retour de réparation, il ne faut pas interférer sur le résultat en mettant notamment dans une nossette ou un sachet. Et donc, non, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce qu'on peut utiliser un endoscope de retour de réparation sans le prélever au préalable? Vous savez, maintenant, les réparateurs nous envoient les endoscopes sous sachet et puis ils nous disent il a été traité à telle date, etc. Et bien, en fait, la fac numéro 2 et la numéro 3, les facs du coup numéro 2 et numéro 3 nous disent que non, on n'a pas le droit, il faut vraiment prélever un endoscope de retour de réparation, même s'il nous est envoyé avec résultat de prélèvement et sous sachet. Et qu'est-ce qu'en est-il pour les endoscopes de prêt? Alors, on a deux choses. On a les prêts commerciaux, on a les facs numéro 2 et 3 qui vont nous dire que non, hein, c'est la même chose que pour les retours de réparation. Et je vais vous donner une petite subtilité, c'est-à-dire que quand on travaille aujourd'hui en GH, et que si on établit une procédure qui précise les modalités de prêt intra-GH, on sait qu'on a des procédures de traitement idiotiques, la formation d'agents qui est la même, le processus d'habilitation qui est le même, alors on peut, si c'est formalisé, on peut se dire que oui, sur un prêt intra-GH, on peut se permettre de ne pas prélever l'endoscope avant de le mettre en service. Mais ça, vraiment, il faut le cadrer par une procédure. Donc, un prélèvement de retour de réparation peut-il être considéré comme le prélèvement annuel de l'endoscope? Eh bien, ça, non. Hein. L'instruction de 2007, elle nous dit bien que non. Elle nous dit bien que le prélèvement annuel, il est fait en dehors de tout autre contexte. Et puis, est-ce qu'il faut faire une double procédure finalement pour les recours de réparation? On a l'habitude de tous faire ça. On lave une première fois et puis on lave une seconde fois. Alors, comme je vous ai dit juste avant, c'est que on a ces problèmes de contamination en retour de réparation. Et donc, en fait, il n'y a pas de réponse dans la réglementation sur ça. C'est une très vieille pratique et qui n'est pas forcément obsolète. Hein. Quand on voit effectivement le taux de contamination des endoscopes quand ils reviennent de réparation, à vous de vous poser la question, est-ce que finalement il est mieux de faire
un prélèvement, enfin un seul cycle de traitement complet et puis après 2 voire 3 prélèvements derrière parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ou est-ce que finalement on fait 2 cycles de désinfection et un seul prélèvement parce que l'endoscope sera bien. Ça, je vous laisse choisir localement. Concernant les prélèvements de contrôle annuels, donc on nous dit bien dans l'instruction, il faut les faire au moins 6 heures après la désinfection, mais combien de temps maximum? Eh bien, quand on relit précisément l'instruction, elle dit au mieux, au plus près de la durée maximale de stockage recommandée selon le mode de stockage, donc 12 heures. Donc en gros, le prélèvement de contrôle annuel, il doit avoir lieu entre 6 et 12 heures après la désinfection. Est-ce qu'on peut mettre un endoscope en sachet ou en essai pour respecter le délai des 6 heures à 12 heures? Alors, il n'y a pas de réponse claire dans la réglementation sur ça, mais c'est une pratique qui est de plus en plus appliquée face aux contraintes qui sont liées au prélèvement. Si vous faites des prélèvements, vous savez, on a du mal à avoir le personnel disponible dans les services pour faire les prélèvements avec nous. Les horaires d'ouverture des laboratoires, c'est pareil. On nous dit, vous ne pouvez plus déposer un prélèvement après 15 heures. Oui, mais quand l'endoscope est traité à 9 heures, 10 heures du matin, eh ben, les 6 heures, on ne les a pas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, c'est pareil, je vous pose la question et je vous laisse répondre localement, est-ce qu'il vaut mieux prélever un endoscope finalement avant 6 heures? En faisant ça, on ne colle pas du tout à la réglementation et en plus, on sait qu'avant 6 heures, la contamination potentielle, elle n'est pas forcément revenue du fait de la rémanence de l'acide peracétique. Ou est-ce qu'on le met en sachet pour un peu arrêter le chrono et le prélever dans un délai au moins supérieur à 6 heures? Pareil, je vous laisse répondre à cette question, je n'ai pas la réponse. Et un prélèvement, est-ce qu'il peut avoir plusieurs objectifs? Bien oui, bien sûr que oui, hein, sauf les retours de réparation, je vous l'ai dit, les endoscopes de près. Mais par exemple, le trimestriel du gastroscope X, ça peut être aussi son annuel. Hein, parce que sinon, on passe notre vie à faire des prélèvements. Concernant la qualification des LDE, donc on a des LDE à double cuve. Donc, est-ce qu'il faut faire une qualification par cuve? Eh bien oui, c'est la fac numéro 2 qui nous le dit. Une qualification par cuve, il faut considérer que c'est qu'une cuve, c'est un laveur. Faut-il utiliser un endoscope propre ou sale pour qualifier les LDE? Ça, c'est pareil. C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. On va discuter ensemble. Donc, il n'y a pas de réponse dans la réglementation. Il y a un peu des articles qui sont sortis il y a quelques années, notamment dans Hygiène, sur ça, mais ce n'est pas très clair. Donc, si on se repenche sur l'objectif de la qualification, c'est de confirmer que le laveur fonctionne bien. C'est de confirmer que, que le laveur lave effectivement les endoscopes. Donc, en toute logique, il faudrait utiliser un endoscope sale. Sauf que c'est très, très compliqué à organiser les qualifications avec des endoscopes sales. Donc, c'est pareil. Moi, je connais les deux pratiques. Ce n'est pas toujours facile d'utiliser un endoscope sale. Donc, je vous laisse réfléchir à cette question pareil. Et puis, la requalification annuelle, finalement, est-ce qu'elle est à concentrer sur une courte période ou est-ce qu'elle est à lisser sur l'année? Eh bien, ça, c'est pareil. Et finalement, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Et je dirais, c'est pareil, une organisation propre à chaque établissement. Finalement, la requalification, on nous demande de vérifier au moins une fois par an que le laveur désinfecte bien telle famille, telle famille, telle famille. Donc, il y a des sites qui décident de se faire, par exemple, au mois de juin, on décide de refaire la qualification annuelle du laveur numéro 1. Donc, on passe toutes nos familles sur le mois et puis on voit ce que ça donne. Et il y en a d'autres qui décident de dire, sur l'année, je m'organise pour que toutes mes familles passent au moins une fois par an sur le laveur numéro 1, mais étalé dans l'année avec un contexte autre du prélèvement, par exemple le prélèvement annuel de l'endoscope, donc ça, double fonction de prélèvement. Et à la fin de l'année, on fait le point et on se dit, ah mince, il me manque la famille numéro 3, je vais la passer au mois de décembre et ce sera fait. Ça, c'est pareil, c'est pas clair. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tout d'un coup ou est-ce qu'on lise sur l'année? Je vous laisse voir. Et qui est en charge de la qualification, requalification? Ça, c'est pareil, c'est une question. Eh bien, l'instruction de 2016, elle nous dit
que c'est soit l'utilisateur, soit le fabricant. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent à l'installation, c'est vrai que c'est le fabricant qui s'en charge, mais sachez que le fabricant, lui, n'est pas préleveur d'endoscope, donc il fait appel à un prestataire externe. Et puis après, c'est l'utilisateur qui fait les requalifications, ou l'utilisateur peut aussi appeler le fabricant à nouveau pour requalifier de façon annuelle. Mais ça, c'est pareil, ça s'organise avec le fabricant au moment de l'achat de l'endoscope. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de planning d'endoscope. Là, c'est uniquement sur 6 mois dans un centre d'endoscopie où il y a une 60aine d'endoscopes. Il y a un certain nombre de familles, vous pouvez voir les différentes couleurs, à la fois en laveur, à la fois en E7 et à la fois le P, c'est pour le plasma Typhoon, hein, donc système de stockage en sachet. Et donc là, en fait, lissé sur 6 mois, ça donne ça. C'est assez compliqué à lire, je vous le concède, mais c'est pour vous montrer que finalement, tous ces prélèvements, il faut effectivement qu'on les fasse, mais je vous conseille vivement de leur donner un double, comment dire, objectif. Donc, je vous disais l'annuel de l'endoscope plus la qualification du laveur numéro 4, par exemple, parce que quand on a des grosses familles comme ça et des gros parcs, il est totalement impossible de faire l'annuel pour tout le monde, juste l'annuel, juste la qualif de la famille, juste le suivi trimestriel de l'E7, c'est pas possible. Et sachez que vous restez dans les clous. Par contre, vraiment, je vous le redis, ne faites jamais de double objectif avec un retour de réparation, un endoscope de près. Donc ça, dans ce centre-là, ça représentait rien que les prélèvements juste programmés comme ça, une 100aine de prélèvements, puis s'ajouter les retours de réparation. Donc, on était à presque 200 prélèvements annuels. Un petit mot sur les prélèvements de laveur, de laveur et d'E7. Donc, ça va aller très vite. Donc, les prélèvements de laveur, il faut prélever l'eau d'alimentation du LDE s'il y a un système de traitement externe recommandé par le fabricant. Donc, la plupart du temps, il y a effectivement un système de traitement de l'eau qui arrive dans le laveur, donc on prélève. Et puis, l'eau de rinçage terminal des endoscopes, l'eau de fond de cuve. C'est une fréquence trimestrielle et l'eau d'alimentation, du coup, c'est de l'eau pour soins standards, en qualité de microbio attendue, et l'eau de fond de cuve, c'est de l'eau bactériologiquement maîtrisée. Ce qui concerne les E7, il faut faire 4 prélèvements de surface par gélose contact, donc 2 points dans les zones de contact éventuelles avec les endoscopes, 1 point à un autre endroit de la cuve et 1 point dans la partie basse. Pareil, fréquence trimestrielle et en valeur attendue, on est inférieur ou égal à 25 UFC par centimètre carré. En conclusion, la surveillance microbiologique, donc c'est prélèvement des endoscopes, c'est chaque endoscope au moins une fois par an. Les endoscopes à risque particulier, c'est une fois par trimestre. Les LDE, on fait la qualification de performance à l'installation, c'est un endoscope par famille. On fait une requalification annuelle, un endoscope par famille. Et on fait les prélèvements d'eau de manière trimestrielle. Pour les E7, on fait une qualification de performance à l'installation, c'est un endoscope par famille. Les suivis trimestriels, un endoscope par famille. Et puis, les prélèvements de surface trimestriels. Donc maintenant, à vous de jouer et à vous d'aller faire vos prélèvements. Merci de votre attention. Merci beaucoup Céline pour cette deuxième présentation. Et puis en plus, tu nous fais la petite FAQ, donc c'est nickel, ça répond déjà à pas mal de questions. Si tu veux bien, on va répondre à une question et puis ensuite on va enchaîner par Thierry et puis on reprendra si jamais il y a encore d'autres questions. Il y en a beaucoup qui ont été posées dans le chat. Donc on avait une question sur la qualif des plasma Typhon, en fréquence notamment de qualif. Ouais, du coup, c'est considéré comme un dispositif au même titre que les laveurs, donc ce sera une qualification annuelle, puisqu'il n'y a pas, comme les sets de zone de contact de l'endoscope, de traitement d'air qui est insufflé dans l'endoscope en permanence. Donc, oui, on s'est tous posé la question aussi. Donc, ça a considéré une qualification annuelle, requalification annuelle. Ok, super, ça répond à la question de la personne. Merci beaucoup, je pense qu'on reprendra des questions après. Et puis, on va enchaîner du coup par Thierry. Qui va, donc je vais te passer la main, Thierry, qui va nous parler du coup des prélèvements d'endoscope et notamment de l'habilitation pour réaliser les prélèvements.
Il est biohygiéniste à Saint-Brieuc. Je vous laisse prendre la main. Super, et vous mettre en grand écran. Alors, ouais, parfait, nickel. Éventuellement, si vous pouvez partager votre webcam. Ah oui, la caméra et le micro, pardon. Super, et ben voilà, Bonjour. c'est parfait. Et ben je vous passe la main, merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour Thierry Pialport, je suis biohygiéniste au centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol-et-Tréguier. Je vous présente les éléments nécessaires à la réalisation des prélèvements microbiologiques en endoscopie, en commençant par les prérequis de formation nécessaires à l'habilitation des personnels qui participent au prélèvement et enfin les méthodes de prélèvement proprement dites. Je vais aussi tenter de répondre à quelques petites questions posées précédemment par Céline. Donc, on en a parlé, les objectifs de ces prélèvements sont de s'assurer de la sécurité des patients, tout d'abord en prévenant des infections associées aux soins. Ils s'intègrent dans la démarche qualité, comme l'a dit Céline, appliquée à l'endoscopie. Ils sont destinés aussi à identifier un risque potentiel de contamination des patients, de vérifier l'efficacité de la procédure de désinfection manuelle ou en LDE, de détecter une éventuelle contamination résiduelle ou recontamination lors du stockage, et il complète l'évaluation des pratiques. Pour réaliser les prélèvements microbiologiques, on peut s'appuyer sur la norme 17025 qui concerne les laboratoires d'analyse environnementale, dans laquelle le paragraphe 6.2 précise qu'il revient au laboratoire de définir sa procédure de formation et d'habilitation du personnel en incluant le maintien des compétences. Donc, le labo définit les critères d'habilitation selon les méthodes et sa portée et argumente ses choix pour apporter la preuve de leur pertinence. La formation initiale du personnel qui va participer au prélèvement d'endoscope est donc primordiale. L'instruction ministérielle 2016 demande, dans sa fiche 16, dont on a parlé tout à l'heure, une formation pour le personnel chargé du traitement et du stockage du matériel. Donc, le CEPIAS Bretagne avait proposé en 2019 un document support pour faire cette formation, le parcours et formation et modalités d'habilitation pour les personnels chargés du traitement des endoscopes souples thermosensibles au sein des lieux de soins. Suite à cette formation, un module en complément peut être proposé pour former le personnel d'endoscopie au prélèvement proprement dit de l'endoscope. Donc, pour ça, il faut le faire en lien avec le personnel du service biomédical pour mettre à disposition les documents descriptifs précis de chaque endoscope et l'architecture interne des canaux, et le personnel de l'équipe opérationnelle d'hygiène pour assurer une bonne qualité du prélèvement. Cette procédure de prélèvement est décrite dans l'instruction de 2016. Elle a été précisée dans le guide surveillance de l'environnement du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine en 2016 également, et plus récemment, très précisément décrite par le document du CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes. L'an dernier, en février, l'AFNOR a publié un fascicule de documentation, le FDT 90-525, qui traite des méthodes de prélèvement microbiologique en endoscopie. Donc, il s'appelle pour l'eau d'alimentation des LDE, le rinçage terminal des LDE, les endoscopes eux-mêmes, les valves, les pistons, les sondes endocavitaires, tout ce qui tourne autour de l'endoscopie. D'une façon générale, ce guide technique du COFRAC aborde les définitions, les techniques d'échantillonnage en vue d'analyse microbiologique. D'autres eaux utilisées à l'hôpital, comme les fluides d'hémodialyse, l'eau pour soins standards et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques. Pour habiliter le personnel au prélèvement, une fois les prérequis maîtrisés, un binôme endoscopie et EOH permet de réaliser cette habilitation, donc avec un opérateur compétent au niveau de l'architecture de l'endoscope qui va le manipuler, et un opérateur garantissant les conditions d'asepsie et la fiabilité de l'acte de prélèvement. Une fois habilité, le personnel entre dans sa période de maintien des compétences qu'il va falloir définir. L'habilitation dépend directement du système de management de la qualité de l'établissement qui va être basé sur la fameuse norme ISO 17025 dont on a parlé tout à l'heure pour les analyses environnementales, et dans laquelle le chapitre 6.2 précise que, on en a parlé tout à l'heure, le laboratoire doit suivre les compétences du personnel. Un autre document,
pour l'eau du COFRAC, le Lab GTA23 précise que le laboratoire doit vérifier régulièrement la répétabilité des gestes des préleveurs. Donc, c'est avec cet outil, donc des audits de terrain, que l'on va pouvoir tracer d'une part la formation initiale au prélèvement et réévaluer selon la période définie dans le manuel qualité sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, et en cas d'absence prolongée, le personnel qui fait le prélèvement en endoscopie. Les étapes à évaluer donc, sur cette grille d'habilitation au prélèvement portent sur les étapes critiques de la procédure de prélèvement. Ces étapes critiques peuvent aussi être déclinées pour les habilitations aux autres prélèvements en endoscopie, pour les prélèvements d'eau, de surface, etc. Donc, c'est la préparation du personnel, le respect de la tenue, des équipements de protection individuelle, des opportunités d'hygiène des mains, la préparation du matériel et du lieu de prélèvement, les conditions préalables d'entretien et de stockage de l'endoscope, décliner aussi les conditions d'asepsie lors du prélèvement, en prenant garde de prendre soin du pot de recueil de prélèvement, comme en parlait Céline tout à l'heure, la réalisation technique du prélèvement lui-même, qui doit respecter toute une série de gestes pour être de bonne qualité, et la validation et la durée de l'habilitation doivent aussi apparaître sur ces grilles d'habilitation. Donc, le prélèvement d'endoscope proprement dit, donc on en a parlé tout à l'heure, la programmation des prélèvements finalement est complexe et différents motifs et contextes permettent de l'établir. La surveillance à répartir dans l'année pour détecter un éventuel dysfonctionnement, comme Céline l'a déjà indiqué, doit être faite de façon au moins annuelle pour la plupart des endoscopes. Les retours de maintenance ne suffisent pas et il est possible de réaliser des prélèvements plus fréquemment selon l'analyse de risque. En trimestriel, pour les endoscopes à risque particulier comme les duodénaux, les écho-endo à ponction. En cas de stockage en E7, un représentant par famille stocké en E7 doit aussi être prélevé chaque trimestre. Et d'une façon générale, quel que soit le contexte pour un motif de surveillance, le prélèvement est réalisé selon les modalités de première intention de tous les canaux de façon globale et après stockage au plus près donc, de la durée maximale de stockage. Et pour un motif de contrôle, le contexte peut se présenter après un niveau d'alerte ou un prélèvement après un nouvel acte sera réalisé selon les modalités précédentes et après 6 heures de stockage. Et un autre contexte, c'est après un niveau d'action. Dans ce cas, on va rechercher canal par canal lequel est incriminé en les prélevant chacun également après 6 heures de stockage. Ensuite, les motifs de prélèvement sortent de la routine. Dans le cas d'une mise en service pour un prêt, matériel neuf, en retour de maintenance, les prélèvements sont réalisés en global après stockage, également pour tester les modalités de désinfection des endoscopes. Pour une qualification, les conditions préalables de prélèvement sont différentes. Alors ça, c'était une question posée tout à l'heure. Nous avons la norme de qualification des LDE, la 15-883-4, qui demande que le prélèvement soit réalisé après un acte, donc c'est bien précisé sur un endoscope sale finalement, sur un patient, donc immédiatement passé en LDE, donc sans stockage, et on fait le prélèvement donc sans stockage, juste à la sortie du LDE. Et on a donc le nouveau fascicule FDT 90-525 qui précise de ne pas désinfecter les connecteurs à l'alcool dans ce cadre de prélèvement pour la qualification de LDE pour évaluer une éventuelle défaut de désinfection. Enfin, l'instruction ministérielle de 2016 demande de s'assurer d'une requalification annuelle des LDE et des E7, mais l'organisation de la surveillance doit permettre de répondre à cet objectif sans ajouter de nouvelles procédures de contrôle. Donc, dans notre service d'endoscopie digestive à Saint-Brieuc, on a un peu moins d'endoscopes, mais le plan de surveillance est affiché dans la salle de traitement des endoscopes et accessible au personnel de salle. Nous avons 7 familles d'endoscopes qui sont représentées donc par ces 7 couleurs et elles sont chacune stockées dans 3 E7 et une armoire simple. Donc, j'ai mis une colonne par E7 et les colonnes représentent donc dans quel E7 l'endoscope doit être stocké avant d'être prélevé pour la surveillance. Ça permet de tourner et d'avoir avec les couleurs une visu par famille.
Donc, l'organisation de cette surveillance permet de contrôler chaque famille par essai au moins une fois dans l'année, ce qui répond à l'objectif de requalification annuelle et en même temps tous les trimestres par famille pour satisfaire aussi à cet objectif de surveillance. Donc, de même, pour s'assurer que chaque année, chacun des 5 LDE ait eu un contrôle d'endoscope par famille, le suivi mensuel permet de visualiser le passage des familles des endoscopes par LDE. Nous en avons 5. On fait des points réguliers avec le service d'endoscopie pour dire, comme on disait tout à l'heure, ben ce serait bien de passer cette famille dans tel laveur pour avoir la requalif annuelle. Ensuite, l'objectif des prélèvements microbiologiques, on en a parlé, donc c'est d'évaluer la qualité microbiologique intrinsèque des canaux de l'endoscope. Donc ça, c'est repris et décrit précisément dans le FDT 90-525 et ça l'était déjà dans l'instruction de 2016. Pour cette procédure de prélèvement d'endoscope, les conditions d'asepsie requises doivent être renforcées pour l'opérateur qui va manipuler l'endoscope en stérile. Les EPI sont tabliés pour protéger la tenue des éventuelles projection, la charlotte, le masque chirurgical pour arrêter les gouttelettes émises par les opérateurs pendant le prélèvement, et des gants stériles pour réaliser les manipulations le plus aseptiquement possible de l'endoscope. Ensuite, pour l'aide opérateur qui assure la manipulation aseptique, il faut les mêmes équipements, seulement les gants stériles ne sont pas nécessaires. La friction hydroalcoolique des mains reste bien sûr le geste essentiel au moment de s'équiper. Donc, pour préparer le matériel avant le prélèvement, les flacons, les consommables, il faut s'assurer de l'existence d'une traçabilité des péremptions de ces consommables, enregistrer les données sur la fiche de prélèvement. Donc là encore, ce fascicule du COFRAC demande une identification précise du prélèvement, les dates, lieux, les opérateurs qui participent au prélèvement, le type d'endoscope, son numéro de série, mode de traitement manuel ou en laveur et lequel, ce qui permet de faciliter le suivi par ailleurs, la qualité de l'eau de rinçage terminal, microfiltrée ou stérile, et l'objectif du contrôle, si c'est pour une surveillance, un suivi, un recontrôle, retour de maintenance, etc., ou un prêt, ainsi que la durée de stockage, et de s'assurer de la maîtrise des conditions environnementales. Donc, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, il faut travailler pour faire le prélèvement dans une zone calme, les portes fermées. Ça ne nécessite pas forcément d'être prélevé dans une ZEM, mais tout au moins dans un environnement calme, avec une occupation minimale de la pièce. Et enfin, il faut s'assurer des bonnes conditions de transport des échantillons en vue de leur analyse par la suite. Donc ça, c'est la liste du matériel qui est nécessaire à préparer pour le prélèvement, avec les flacons, la solution DNP qui va neutraliser avec des neutralisants pour neutraliser les résidus d'acide peracétique, et le reste du matériel, et sans oublier les irrigateurs stériles tout conduits pour certains prélèvements. Toujours dans cette documentation, l'organisation de la zone de prélèvement est décrite avec chaque séquence qui est donnée pour préparer le matériel. Donc, les prélèvements de première intention concernent tous les canaux. Donc, il faut au préalablement avoir désinfecté avec une compresse stérile imprégnée d'alcool à 70 l'extrémité des connecteurs des canaux d'endoscope et les surfaces externes de l'extrémité distale, donc sauf pour les duodénoscopes. Donc, une petite particularité, on l'a dit tout à l'heure, pour les qualifications performance du LDE, on ne va pas désinfecter ces parties-là. Ensuite, on installe éventuellement les irrigateurs et les bloqueurs, et on va ponctionner la solution de prélèvement et injecter le volume adéquat dans chaque canal. Donc c'est pareil, donc l'instruction et le fascicule de documentation du COFRAC précisent pour chaque type de canal le volume à injecter. Ensuite, la solution est recueillie au niveau de l'extrémité distale dans le flacon, et on va aspirer et réinjecter de l'air dans le canal afin de récupérer la totalité de ce qui a été injecté. On a un objectif de récupération de 80% minimum du volume injecté. Et donc, ces opérations sont renouvelées dans chaque canal pour récupérer tout le volume. C'est l'occasion de vérifier qu'il y a un bon écoulement et pas de fuite au niveau des canaux. Et il faut prendre donc
moult précautions pour bien fermer le flacon sans toucher avec les doigts, bien sûr, le col et l'intérieur du bouchon. En deuxième intention, on va donc, pour les niveaux d'action, contrôler et chercher quel canal va être incriminé. Donc, de la même façon, on va injecter la solution de prélèvement dans chaque canal en prenant une nouvelle seringue et un nouveau flacon stérile pour chaque canal contrôlé. De la même façon, on va désinfecter avec une nouvelle compresse à chaque recueil d'extrémité distale pour s'assurer en fait, qu'elle ne soit pas contaminée par le canal précédent et bien identifier le canal responsable. Donc, l'ordre des prélèvements de chaque canal doit être respecté et les volumes injectés tracés sur la fiche de prélèvement. Donc, pour respecter l'ordre de prélèvement des canaux, il faut connaître parfaitement l'architecture interne des canaux prélevés. En premier, le canal opérateur, ensuite le canal d'aspiration, le canal waterjet éventuellement et le canal RO en dernier, qui coule un petit peu sur le côté sur les endoscopes digestifs. Donc, il faut faire attention de bien orienter l'extrémité distale. Donc, sur cette diapositive, extraite de notre procédure de prélèvement, les étapes sont décrites chronologiquement pour l'opérateur et l'aide opérateur, de façon à installer donc, tout le matériel et le préparer jusqu'à la réalisation du prélèvement et la fermeture du pot pour envoi pour une analyse au laboratoire. Donc, il est important de bien identifier les prélèvements et de se conformer aux exigences des conditions de transport afin de garantir la qualité de l'analyse microbiologique. L'analyse doit être faite en moins de 4 heures. Le cas échéant, le prélèvement peut être transporté et conservé au frais et analysé dans les 24 heures. Donc, on a des normes qui nous permettent d'argumenter ces délais de conservation, la 19458 et la norme 5667-3. Donc, la fiche de prélèvement recueille donc beaucoup d'informations et un accompagnement au remplissage est nécessaire pour garantir l'exploitation des données par la suite. Ensuite, le prélèvement de l'extrémité distale du duodénoscope ou de l'écho-endoscope linéaire ou à ponction doit être réalisé avant le prélèvement des canaux internes afin d'éviter la contamination de l'extrémité distale par une éventuelle contamination présente au niveau des canaux internes. Comme pour un prélèvement classique, au préalable, il faut désinfecter à l'alcool à 70 les surfaces externes de l'extrémité distale susceptibles de rentrer dans le flacon de recueil lors du prélèvement. Et attention, les réacteurs et les surfaces situées de chaque côté et derrière les réacteurs ne doivent pas entrer en contact avec l'alcool. Donc, le prélèvement de cette extrémité doit se faire par un enchaînement de gestes très précis qui sont bien décrits dans cette diapositive qui est reprise de l'instruction de 2018 et du fascicule de documentation du COFRA 90-525. En actionnant donc l'extrémité dans la solution de prélèvement, suivi d'un écouvillonnage de la lentille, suivi du canal opérateur et de l'érecteur en 2 temps, et d'une nouvelle immersion dans la solution de prélèvement avant de passer au prélèvement des canaux. Donc ensuite, on a ce fascicule qui précise donc d'autres prélèvements des dispositifs utilisés en endoscopie. Donc la FAC 3, sur l'instruction ministérielle de 2016, recommande de valider le traitement des valves et des pistons en LDE lorsqu'ils ne sont pas stérilisés. Donc pour cela, il faut faire, pour valider ce traitement, s'ils ne sont pas stérilisés, il faut faire un prélèvement microbiologique. Et donc, ce fascicule de document du COFRAC nous propose une méthode de prélèvement par immersion des valves et des pistons, suivie d'une analyse par filtration de cette solution de prélèvement, comme pour les endoscopes. Il propose également un prélèvement des sondes endocavitaires par double écouvillonnage de la surface de la sonde, susceptible d'être en contact avec le patient, mais aucune fréquence ni opportunité de contrôle n'est proposée à ma connaissance. Enfin, en ce qui concerne les prélèvements d'eau, l'instruction 2016 demande une surveillance trimestrielle de l'eau de rinçage intermédiaire telle qu'elle est utilisée dans l'alimentation, l'eau de rinçage intermédiaire. On prélève aussi l'eau d'alimentation des LDE, comme on l'a dit tout à l'heure, selon 2 méthodes. Donc, soit on démonte juste derrière les machines l'alimentation, on désinfecte et on purge pour prélever l'eau, ou on a un robinet qui est représentatif de la qualité de l'eau d'alimentation des laveurs désinfecteurs
auquel cas, c'est pareil, il faut désinfecter et purger ce robinet avant de le prélever. L'eau de rinçage terminal prélevée au fond des cuves est prélevée avec une seringue stérile. Et là encore, le fascicule de documentation du COFRAC propose des méthodes de prélèvement. Enfin, concernant les prélèvements d'air et de surface en endoscopie, l'instruction de 2016 demande une qualification suivie d'une surveillance régulière des E7. Donc, les E7 pour lesquels un contrôle microbiologique de l'air et des surfaces était réalisé pour la qualification des performances. Donc, l'objectif de cette étape est de s'assurer de la qualité de l'environnement de stockage. Pour les surfaces, 2 étages de stockage sont contrôlés avec 4 prélèvements, chacun sur chaque étage. Et ensuite, pour l'air, 4 géloses de sédimentation durant 1 heure, porte fermée, permettent de rendre un résultat d'aérobiocontamination par sédimentation pour un total de 4 heures d'exposition, si on les rapporte aux 4 géloses. La surveillance qui suit la qualification a pour objectif de contrôler les surfaces en contact avec l'endoscope en prélevant chaque sous-unité 1 fois par an immédiatement après le retrait d'un endoscope. De cette façon, le prélèvement reflète la qualité de l'air et des surfaces puisqu'il est réalisé avant bio-nettoyage sur des surfaces qui étaient en contact avec l'endoscope. Afin de réaliser un prélèvement reproductible et standardisé, on a les normes 18593 qui est utilisée en microbiologie alimentaire et la norme 17141 pour la maîtrise de la contamination des salles propres qui précise qu'il faut une pression de 500 grammes pendant 10 secondes et sans mouvement. Donc pour cela, on a 2 types de matériel. Soit on dispose d'un applicateur de gélose contact. À défaut, ou même pour des zones moins accessibles, on peut utiliser un poids de 500 grammes, donc une bouteille ou un poids et un chronomètre. Donc en discussion, nous, au niveau de la formation des personnels, le rôle d'expert il est assuré par l'EOH. Les infirmiers et les aides-soignants d'endoscopie doivent avoir une habilitation et un accompagnement régulier par le personnel de l'EOH. Il est important de collaborer étroitement avec le cadre de santé d'endoscopie de façon à bien intégrer tous ces temps de prélèvement dans le temps de travail, comme l'a dit Céline tout à l'heure. Ça fait partie de la démarche qualité de l'endoscopie et d'organiser en lien avec le cadre donc tous ces prélèvements. On peut estimer que pour un fibrobronchique uro ou gynéco, il faut une dizaine de minutes pour faire le prélèvement. Un gastrique, c'est un peu plus long, 20 minutes, qu'il faut prendre en compte le temps de retraitement de ces endoscopes qui ont été prélevés. Pour l'eau de rinçage terminal, certaines machines, pour certaines machines, ça représente 30 minutes d'indisponibilité du laveur. Et ensuite, bon, les surfaces des paniers des 7, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il est important d'afficher le plan de surveillance dans le service pour impliquer le personnel et qu'on le mette à jour très régulièrement. J'y vais tous les mois pour que le personnel sache où il en est et puisse aussi réagir en disant tel endoscope est parti en réparation. Est-ce qu'on peut prendre tel endoscope de telle famille pour le mettre dans tel E7 pour le remplacer et de façon à mettre à jour ensuite rapidement le plan de prélèvement. Et tout cela, ça permet finalement de limiter l'immobilisation des endoscopes et de limiter aussi les occasions de prélèvement. Donc en conclusion, les prélèvements d'endoscopes sont vraiment dans la démarche de qualité et la prévention de la transmission croisée. La surveillance des endoscopes implique plusieurs équipes et une pluridisciplinarité. Il faut une meilleure connaissance des procédures d'entretien. Il faut avoir une vigilance accrue en termes des dysfonctionnements, donc participer aussi à l'obligation de surveillance de ces dispositifs médicaux complexes. Comme ça permet vraiment, en mettant tout le monde dans la boucle, de satisfaire à tous ces objectifs. Et les prélèvements microbiologiques sont une aide précieuse au contrôle de l'efficacité des procédures de désinfection. Les méthodes de prélèvement et d'analyse doivent être rigoureuses et validées de façon à être reproductibles et qu'on puisse en tirer un suivi fiable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry pour ces précisions qui sont hyper importantes et c'est vrai que la méthode de prélèvement n'est pas forcément toujours investiguée alors qu'elle peut parfois remettre en doute un certain résultat. Donc on a quelques questions pour vous. J'ai une question concernant la réalisation du coup de cette formation pour être habilité à prélever. Il y en a beaucoup qui le font un peu en interne. Est-ce qu'il y a des formations en externe qui existent? Est-ce qu'en interne ça suffit? Est-ce que voilà, il y a un peu une certification là-dessus ou
voilà, c'est chacun se forme un peu de son côté et puis Comme j'ai dit tout à l'heure, la formation, il est important d'avoir donc tous les prérequis de formation, que le personnel connaisse parfaitement l'architecture de l'endoscope et que le personnel de l'EOH maîtrise la procédure de prélèvement. Et à ce moment-là, un personnel de l'EOH et le personnel d'endoscopie peuvent réaliser l'habilitation à deux. Et ensuite, le personnel d'endoscopie peut mettre autonome sur les prélèvements sous couvert de réaliser des habilitations régulièrement et des maintiens des compétences. du coup, c'est plus des habilitations en interne que vraiment des formations en externe. C'est plutôt en interne, oui. Ok. Il y avait une question concernant les pistons, donc vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce qu'il faut qualifier chaque type de piston pour chaque cuve de LDE? Alors, les pistons sont censés suivre l'endoscope. Donc, pour en fait, l'évaluation du bon traitement des pistons, c'est au moment de la qualification que l'on va faire ces prélèvements de pistons. Donc, comme on doit qualifier chaque famille sur chaque LDE, il faut que ça suive. Merci. Et alors après, je pense que c'est aussi des questions partagées avec Céline, hein, si elle est dans le coin. Il y avait une question concernant le séchage, notamment des endoscopes. Il y en a qui, a priori, les sèchent verticales, enfin les laissent verticales pour qu'ils sèchent en fait tout seuls sans faire le mécanisme de séchage. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Pour moi, l'instruction de 2016 est claire sur les méthodes de séchage. Donc, il faut vraiment insister sur un bon séchage de l'endoscope et pas un séchage par gravité. Merci. Et concernant aussi le séchage, je crois aussi que l'instruction est assez claire, mais est-ce qu'il y a un délai acceptable pour sécher après entretien ou est-ce que… Non, c'est pareil. L'humidité est l'ennemi juré de l'endoscope. Donc, au plus vite les opérations de séchage ont lieu, mieux c'est, puisqu'on va se prémunir du développement de bactériens qui est extrêmement rapide dans l'humidité. Merci. Et il y a une question également. Alors, je pense que ça reprend un petit peu la présentation de Céline, notamment sur le retour d'expérience sur les contaminations. Mais c'était sur les traçabilités du traitement des endoscopes. Est-ce qu'il y a un cahier de traçabilité type qui est attendu en termes de choses à notifier dedans pour mieux répondre en fait aux investigations ensuite qu'on peut faire? Oui, toutes tout à les fait. opérations, Ah, bah, c'est ça? vas-y, Eric. Oui, vas-y, je t'en prie. Toutes les opérations doivent être tracées. Je vais laisser Céline compléter. Oui, et c'est dans l'instruction, hein, c'est précisé dans la fiche, je ne sais plus à quel numéro, le numéro C, mais c'est la fiche traçabilité. Je vais regarder juste après, mais c'est précisé, à minima, il faut trouver telles informations, telles informations, telles informations. Bah, merci beaucoup. On arrive à la fin, donc je vous remercie en tout cas pour ces présentations. Je laisse la main à Stuti. Merci Margot pour cette modération top et les questions. Merci aux intervenants pour ces présentations de qualité. Je vois qu'on a déchaîné les questions. Je pense qu'on a rarement vu au GPRI autant de questions dans la boîte à questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va vraiment essayer de travailler sur une foire à questions, essayer de regrouper les questions et demander à nos intervenants de nous aider à répondre à ces questions pour qu'on puisse les diffuser prochainement. Et globalement, c'est la fin du coup de ce deuxième Scopinar. Je vous remercie. Je vous invite à vous connecter pour le troisième parce qu'il y a certaines questions qui ont été posées dont la réponse sera apportée dans le dernier opus des Scopinars, qui sera donc mardi et pas jeudi, aux mêmes horaires. N'hésitez pas à suivre le GPRI partout sur les réseaux ou vous inscrire sur notre liste de diffusion pour être au courant à chaque fois qu'on fait des webinaires ou qu'on diffuse des choses de formation, d'information ou des outils pour les équipes de prévention du risque infectieux. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Je remercie à nouveau mes collègues du groupe formation du GPRI et les intervenants. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.